Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? Tout ça est une aventure. What we've got here is Vivre, c'est formidable, mais ça n'aide pas. failure to communicate. Chers amis, que nos esprits s'épanouissent. Laurence? Vous avez déjà entendu parler des oies du Capitole, qui ont sauvé Rome des attaques gauloises, des éléphants d'Hannibal, dont la traversée des Alpes est restée dans l'histoire, des pigeons voyageurs, dont le sens de l'orientation a sauvé des milliers de vies, ou encore des dauphins de combat, protecteurs du port de Sébastopol. Ces animaux, en faisant la guerre, font aussi l'histoire. Et élever des monuments aux hommes et aux femmes qui se sont battus et dont le sacrifice a permis la victoire de leur camp est une coutume immémoriale. Mais de nos jours, de plus en plus d'hommages sont rendus aux animaux, d'hier et d'aujourd'hui, qui se sont battus aux côtés des hommes et dont la participation au conflit a souvent été décisive. À Londres, le Animals in War Memorial rappelle cette participation massive et décisive des animaux en temps de guerre. Il rappelle aussi, par une phrase gravée dans la pierre, qu'ils n'avaient pas le choix. Alors qu'un projet de monument à la mémoire des animaux ayant participé à la Première Guerre mondiale est en discussion à la mairie de Paris, prenons le temps d'échanger avec Gilles Manon Bordelais, philosophe, et Sidonie Parizeau, adjointe à la mairie du 14e arrondissement, sur la reconnaissance croissante de l'implication et de la participation des animaux dans l'histoire humaine. Bon, Gilles Manon, ça fait déjà la 3e émission qu'on fait ensemble. On est aujourd'hui aussi en compagnie de Sidonie Parizeau. Merci de nous recevoir dans votre bureau. On est ici dans la mairie du 14e arrondissement, très belle mairie d'ailleurs, pour discuter autour de projets concernant la mémoire des animaux, leur implication notamment dans la guerre. Gilles, l'implication des animaux dans l'histoire, dans la grande histoire, hein, elle n'est pas nouvelle. Comme j'ai dit dans mon introduction, des oies du Capitole jusqu'aux chevaux de guerre, en passant par les éléphants d'Hannibal. Mais on a le sentiment que les animaux restent relégués à l'arrière-plan, que leur implication reste accessoire. Est-ce que les animaux sont les parents pauvres de notre histoire ? Oui, bien sûr, ils sont auxiliaires des hommes, des soldats. Alors, effectivement, on parle de l'histoire des animaux, mais les animaux n'ont pas d'histoire. Disons que c'est les hommes qui ont une histoire avec laquelle ils sont accompagnés d'animaux. Depuis des siècles, hein, l'animal est un objet, une arme dans les guerres. Il est passé désormais à l'animal sensible, c'est-à-dire on le considère tout à fait différemment. Mais effectivement, le point de vue qu'on a sur l'homme dans l'histoire a changé, le point de vue de l'animal a également changé. Donc on peut dire qu'au Moyen-Âge, par exemple, ou à la Renaissance, se mêlent des conceptions d'animal très différentes de celles qui sont connues maintenant, à savoir que l'animal était humanisé dans les procès d'animaux. Alors on habillait une truie et elle comparaissait devant un tribunal et elle était jugée et, comme un homme, enfin comme un être humain. Et d'ailleurs, Jean Racine se moque de ces procédures dans Les Plaideurs. Alors, cet animal-objet, maintenant passé au XVIIe siècle avec les thèses de René Descartes, qui sont terribles pour les animaux, qui ont vraiment porté un coup très cruel. C'est l'animal-objet. C'est l'animal-objet. Et par exemple, il était défenseur de la vivisection, à savoir que pour lui, les cris d'un animal, les hurlements, on dirait même des animaux, étaient comparables au timbre d'une pendule. Bon. Ses successeurs comme Malebranche, qui battait sa chienne, disaient si elle hurle, c'est le grincement d'une porte, c'est pas plus. Alors, au XIXe siècle, il y a eu effectivement des combats de taureaux, d'animaux, même à Paris, et de léopards, de sangliers, etc. Bon, des gens indignés, des intellectuels notamment, sont indignés, comme Lamartine, Tolstoï aussi, et Victor Hugo, évidemment, qui porte haut la défense pour la cause animale.
En Allemagne, il y a Arthur Schopenhauer, qui est un grand défenseur aussi de la cause animale, et il fait l'éloge des chemins de fer parce qu'il se dit ils épargnent à des millions de chevaux de trait une existence tout à fait misérable. Donc désormais, à notre époque, au XXIe siècle, la biologie, l'éthologie ont beaucoup contribué à voir l'animal comme un être sensible. La loi de 2015, enfin on savait qu'ils étaient sensibles bien avant, mais enfin là c'est reconnu dans le droit. Ils ont une sentience, c'est-à-dire une sensibilité propre à eux. Alors je ne peux pas la définir par rapport à l'homme parce que c'est toujours difficile de connaître ce qui se passe dans l'animal. Oui. Mais il y a deux grandes conceptions des droits de l'animal, on parle de droit maintenant, c'est une conception anglo-saxonne radicale et une conception française qui articule les animaux avec le lien humain et une conception un petit peu plus raisonnée. Bon, alors effectivement, un certain nombre de propositions sont faites pour essayer de cerner au fond la sensibilité et les droits des animaux. Mais déjà dans l'Antiquité, des hommes comme Plutarque pensaient que les bêtes étaient nos amis. De même, saint François d'Assise, au XIIIe siècle, elle disait que les animaux étaient nos frères. Et dans une grotte, au moment d'une messe, en 1223, je crois, l'âne, le bœuf était ici présent. Et il disait, on ne peut pas manger les animaux parce qu'on serait des cannibales. Parce qu'ils ramenaient, au fond, l'animal au niveau de l'homme. Actuellement, Florence Burga, qui est philosophe, de même se bat pour justement faire reconnaître cette sensibilité et elle voit les animaux de rente comme des animaux qu'on abat à la chaîne, des milliards d'animaux, 100 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus de façon inique. Enfin, pour la consommation. Oui, pour la consommation et 1000 milliards d'espèces marines pour notre seule alimentation. Alors, les exemples, effectivement, dans l'histoire, vous l'avez dit, les animaux ont combattu à côté des hommes. Ce fut le cas d'Alexandre le Grand, qui, lui, porte sa cavalerie face à des éléphants, 200 éléphants de Poros, qui s'affolent. Ils sont plus impressionnants que les chevaux, mais finalement, ils vont à l'encontre de leur armée. Donc, c'est Alexandre qui, finalement, a l'avantage. De même, en 600 ans avant Jésus-Christ, le roi Cambyse a comme idée de rentrer en Égypte. Alors, quelle est son idée? C'est de mettre des chats, parce que les Égyptiens aiment les chats, c'est des animaux sacrés. Et bien sûr, Cambyse rentre facilement donc en Égypte victorieux. Effectivement, dans les guerres, les animaux sont des animaux objets, des armes au service des hommes. Alors, vous parliez des oies du Capitole qui ont crié pendant l'assaut lorsque les Gaulois sont venus la nuit alors que les chiens dormaient. Alors les chiens ont été crucifiés et les oies ont été portées sur des litières, des litières luxueuses. Effectivement, c'était des animaux sacrés. De même, les éléphants d'Hannibal ont, pendant le froid, traversé les Alpes. Voilà, donc dans des conditions climatiques particulières. Alors justement, l'histoire, avec un grand H, l'histoire des hommes, elle commence conventionnellement à l'invention de l'écriture, ce qui prive en fait d'histoire toute espèce animale autre que l'homme. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, on est les seuls à avoir l'écriture. Malgré tout, est-ce que on peut dire qu'il y a une histoire des animaux indépendante de l'histoire des hommes, au-delà de l'histoire écrite? Oui. Alors, on va essayer de dire que finalement, c'est les hommes qui, par leur liberté, se sont séparés de la nature, et les animaux sont restés, au fond, très proches de la nature. Ils ont des déterminations instinctives, et que l'homme a une historicité propre, puisqu'il est libre, alors que l'animal reste finalement dans l'histoire naturelle, on va dire, puisqu'une abeille à l'époque d'Aristote est toujours dans le même comportement à notre époque. Mais bien sûr, l'homme, dès qu'il a pu effectivement dessiner, raconter des histoires d'animaux à travers des faits comme la chasse, la guerre, etc. La littérature a rapporté aussi des histoires avec des animaux. On s'est jamais séparé de l'animal. Les contes, des traités de chasse, de pêche, des manuels vétérinaires, l'histoire de l'art, le folklore, la publicité, les bandes dessinées, fourmillent
hein, d'animaux. Et finalement, on a aussi des références dans le langage qui sont liées à l'animal, c'est-à-dire, par exemple, dormir comme un loir, enfin bon, tout ce qu'on peut dire. Comme dit La Fontaine, au fond, les animaux ont instruit les hommes. Et c'est vrai que La Fontaine était un fin observateur de la nature, mais aussi de la cour, et il a attribué les mêmes caractéristiques aux hommes et aux animaux. Enfin, donc déjà Aristote parle de l'histoire naturelle, c'est-à-dire de parler de ces histoires de la zoologie, le recensement de toutes les connaissances, les observations, les témoignages. Et cette histoire naturelle, effectivement propre aux animaux, leur reproduction, etc., jusqu'à Darwin qui voit une évolution, enfin plutôt biologique. Hein. Mais voilà, Aristote déjà parlait d'histoire naturelle, et plus tard il y a eu la dissection, le microscope qui ont permis de mieux observer les animaux et mieux les comprendre dans leur histoire, dans leur milieu. Alors, effectivement, il y a, alors, sur le plan de l'éthologie, il y a eu des études sur les abeilles, les danses, qui sont de véritables langages de Karl von Frisch. On a observé aussi que les éléphants vont au cimetière. Hein, quand ils ont perdu un des leurs, ils peuvent retourner sur ce même lieu. Donc, c'est très intéressant. Les baleines aussi communiquent par des chants, etc. Donc, bien sûr, les animaux nous fascinent, tout simplement parce que nous ne les comprenons pas, ils ne parlent pas, mais ils communiquent quand même. Et donc, c'est intéressant. Dominique Lestel, qui est aussi un philosophe, dans Les origines animales de la culture, montre que les animaux, certains animaux, certaines espèces ont une véritable culture. Alors, culture au sens où ils ont acquis quelque chose proche de l'homme, propre à l'homme, par imitation parfois, et qu'ils le transmettent. C'est vrai pour des jeunes macaques. Donc un japonais, un primatologue écologue qui s'appelait Imanishi a vu que des macaques étaient capables de nettoyer des pommes de terre. Et que ces macaques ont pu transmettre ce nouveau geste, enfin comportement. De même, Jane Goodall, au sujet des chimpanzés, a montré que des chimpanzés étaient capables d'utiliser des outils pour prendre des termites dans des troncs d'arbres, etc. Ou encore certaines autres... apprivoiser des chiens, enfin oui, utiliser les chiens. Oui, absolument. Et utiliser un langage ASL pour... alors, c'est pas Jane Goodall, mais bon, il y a d'autres... Il y a aussi l'observation des mésanges en Angleterre. On sait que les Anglais ont leur bouteille de lait devant la porte, et les mésanges ont pu comprendre, en perçant l'opercule de la bouteille, qu'elle pouvait avoir un régime différent alimentaire, à savoir la crème du lait. Et alors, selon les opercules, rouges, jaunes, etc., elles savaient que c'était... elles savent, entre guillemets, elles réfléchissent, je sais pas, mais enfin bon, elles savent que c'est du lait entier ou écrémé, ou demi... De même, alors, cette expérience a été aussi faite naturellement par des rouges-gorges, qui ont observé les mésanges, qui ont, eux, été moins habiles pour, entre guillemets, culturellement, qui n'ont pas toujours percé, mais qui ont utilisé le fait que les mésanges avaient déjà percé l'opercule pour continuer à absorber du lait. Et alors, effectivement, il y a une différence parce que je crois que les mésanges sont plutôt sociétales, enfin, elles aiment la société, elles transmettent plus facilement que le rouge-gorge qui reste finalement un oiseau un peu territorial et isolé, et solitaire. Donc, l'information se passe moins bien. Maintenant, il faut essayer de témoigner de cette culture animale dont vous avez très bien parlé. La raison de notre présence dans la mairie du 14e arrondissement, c'est parce que, évidemment, il est question d'un projet sur un monument dédié à la mémoire des animaux qui sera dans le 7e arrondissement et aussi de plaques commémoratives dans les arrondissements de Paris. Alors, Sidonie Parizeau, encore merci d'en savoir dans votre bureau. Administrativement parlant, comment on discute un projet consacré à la mémoire des animaux ? Alors, j'ai envie de vous dire qu'une ne se discute pas au sens discussion. En général, ce sont des projets, les projets mémoriels aux animaux tués pendant la guerre ou utilisés pendant la guerre. Ce sont des projets portés par les associations. Voilà.
Donc les associations qui... De défense des animaux. Associations, bien sûr, de défense des animaux, préoccupées par la condition animale, qui se rapprochent de partis. Là, en l'occurrence, là, par exemple, je pense à un parti écolo. Les écologistes. Voilà, qui se rapprochent du parti afin de faire voter en conseil d'arrondissement ce qu'on appelle des vœux. Voilà, c'est une possibilité pour les partis politiques notamment, de faire voter des vœux afin de pouvoir rendre hommage aux animaux et de faire apposer des plaques et un monument et de voir l'émergence d'un monument pour la cause animale. Pour la cause animale, voilà. Ça se discute pendant les réunions d'élus, pendant les conseils municipaux. Alors, c'est sur le terme de discuter, en fait, que je ne suis pas tout à fait à l'aise. Oui, voilà comment ça se passe. Donc, un projet, je vous ai apporté un modèle pour que ce soit visible, en tout cas par vous. Suite au projet d'une association, un parti, là en l'occurrence, comme je viens de dire, le parti écologiste s'en saisit, d'accord. Il est soumis au vote lors d'un conseil d'arrondissement. Alors, comment c'est discuté? Alors, c'est discuté à l'intérieur du groupe, d'accord. C'est discuté en majorité, éventuellement, et il est soumis au conseil d'arrondissement, c'est-à-dire qu'il est soumis au vote de tous les élus, donc aussi bien les élus de la majorité que les élus de l'opposition. Ça, c'est pour les plaques. C'est pour les projets en général. Tous les vœux sont envoyés au mairie d'arrondissement. Envoyés, voilà, au mairie d'arrondissement. Ils sont tous l'objet d'une discussion éventuelle au moment du conseil d'arrondissement, c'est-à-dire que quand un groupe propose un vœu, c'est public, donc il peut être interpellé par les élus de l'opposition, par exemple, pour expliquer le bien fondé de la démarche. Ensuite, il est voté ou pas, mais bon, en général, quand c'est un vœu qui est proposé par la majorité, il a de fortes chances d'être voté. Et voilà. Ensuite, ça c'est un peu la première partie. Ensuite, quelque temps après, il va être soumis au Conseil de Paris. Voilà, qui est un super conseil d'arrondissement, si on peut dire. Et il sera voté probablement. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne les plaques, ça a été voté. Les plaques et le monument, ça a été voté en séance, je crois, du mois de juin 2018, et ça concernait des vœux passés en arrondissement au mois de mai 2018. Okay. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur la nature du monument. Oui, tout à fait. Je voulais vous demander justement si les élus regardaient aussi ce qui se passait, soit à l'étranger, mais soit aussi dans d'autres communes de France, en ce qui concerne les monuments à la mémoire des bêtes. Oui, bien sûr. Depuis quelques années, on voit qu'à l'étranger, notamment à Londres, de très beaux monuments, en tout cas surtout à Londres d'ailleurs, un très très beau monument commémoratif a été inauguré quand même en 2004, donc ça fait presque 20 ans. Il a été inauguré pour les animaux tués pendant les guerres mondiales, et il porte la mention intéressante, il n'avait pas le choix. Voilà. Donc administrés, élus, s'intéressent bien sûr à ce qui se passe à l'étranger, notamment à Bruxelles, Ottawa, Canberra. Voilà, c'est toujours intéressant de constater que cette préoccupation de mémoire et d'hommage se pratique aussi hors de nos frontières. Voilà. C'est très intéressant. Alors, Jill, je me retourne vers vous, parce qu'on parlait de l'implication des animaux dans la guerre. Leur application, elle est immémoriale, des chevaux aux ânes, en passant par les éléphants, les pigeons, les chiens et même les dauphins. Les dauphins kamikazes de Sébastopol. Mais quel a été leur rôle en temps de guerre?
Alors, Éric Baratet, historien, spécialiste de l'histoire, qui fait justement écho à la Paz en tant que théoricien, justement pour que les choses avancent à ce propos, montre que les relations entre les hommes et les animaux, dans son ouvrage Les bêtes de tranchée, qu'il a écrit ou publié en 2013, expose au fond les conditions épouvantables que les animaux enrôlés ont vécu dans ces conflits de la Grande Guerre essentiellement, hein, mais pas seulement. On dit enrôlé comme on enrôle un soldat. Absolument. Mais alors vous dites, oui, effectivement, les chevaux, les ânes, les mulets, les chiens, les pigeons, hein, pour la plupart réquisitionnés, embrigadés. C'est des moments atroces, bien sûr, pour les hommes, durant des jours, des mois, des années, c'est des années. Ils ont supporté des violences inouïes, c'est-à-dire des bruits épouvantables, des mitrailleuses, des obus, des étouffements avec les gaz, en 14-18, des charges ennemies. On avait fait des masques à gaz pour chevaux. Oui, c'est vrai. On assiste à une surmortalité équine, hein, 10 millions de chevaux sont morts. Et ces chevaux ont été très mal adaptés en France, surtout en Angleterre, ils étaient mieux considérés, mais mal adaptés, fatigués, exténués, ils ne mangent pas leur faim, ils ne boivent pas non plus, ils tombent d'inanition, ils portent des obus, des grandes charges. Alors Éric Baratet, je peux me permettre de citer, ces autres poilus, parce qu'ils sont poilus aussi, éprouvent un fort stress à la réquisition en perdant brutalement leurs repères. Ils résistent à l'embarquement dans des wagons, des bateaux, leur vision faisant croire qu'ils sont précipités contre un obstacle sombre, se sentent poussés, frappés, ils sont frappés. À l'affectation, ils doivent s'habituer à de nouvelles voies, de nouvelles conduites, de nouveaux gestes et mots. Ainsi, les chevaux de trait affectés à la cavalerie se retrouvent avec un homme sur le dos, rarement aguerri, tout aussi craintif, et les récalcitrants entendent des cris, subissent des coups, ce qu'ils ne connaissaient peu lorsqu'ils venaient de la campagne, nous dit Éric Baratet. À la fin du conflit, beaucoup de rescapés ont été abattus en raison de leurs blessures, de leur grand âge, tout simplement parce qu'ils étaient maintenant inutiles, donc ils allaient à l'abattoir. En Australie, on compte 13 000 chevaux enrôlés, c'est-à-dire 15% ont été euthanasiés, car on ne savait pas où les mettre après la guerre. Ils avaient été d'abord utilisés par des Français, des Anglais, et ensuite ils ont été heurtés à des feux impitoyables. Alors en Allemagne, effectivement, en 1914, on voit des chiens de combat, alors qu'en France, les chiens, donc récupérés par la SPA, enfin dans la SPA et les fourrières, ont plutôt des missions sanitaires, ce ne sont pas des chiens de combat. La France comptait en 1914 12 000 chiens sanitaires. L'Allemagne, en revanche, avait 30 000 chiens. Donc ils avaient effectivement deux fonctions, de retrouver les blessés. Ils ont une odorat qui fait qu'ils peuvent sentir les blessés à 300 mètres. Et une autre fonction informative, des chiens messagers qui remplaçaient le téléphone et le télégraphe. Même l'hiver, on voyait les chiens devenir des chiens de traîneau. Alors, il y a eu aussi des chiens kamikazes. Oui, absolument. Bon. Mais les Anglais ont aussi utilisé, les Français aussi, des pigeons. On en compte 100 000 en Angleterre. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ont ils ont un sens de l'orientation remarquable et sont capables aussi de différencier les hommes. Donc l'armée allemande utilisa aussi des pigeons photographes avec l'aide de petits appareils de photos miniaturisés. On utilise aussi des moutons, parce que pour déminer les terrains. Et un penseur qui s'appelle Laurent Bègue, qui a écrit Face aux animaux, dit pendant les guerres, ces auxiliaires de combat ont partagé l'enfer des humains et mêlé leurs cris et leur sang aux nôtres. Plus tard, les armées de terre se sont largement appuyées sur des chiens anti-chars, explosant sous les engins, ou les rats détecteurs de mines. Et en mer, ce sont les dauphins qui ont aujourd'hui encore cette fonction. Voilà. Alors, je cite au passage, pour ceux que ça intéresserait, un très beau film de Steven Spielberg, mais qui n'est pas son plus connu, qui s'appelle Cheval de guerre, et qui dépeint très bien la condition à la fois des hommes et des animaux, en l'occurrence des chevaux, lors de la Première Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus d'animaux décorés pour leur héroïsme, mais même être inhumés avec les honneurs militaires.
On voit aussi les mentalités changer depuis les 10 dernières décennies. Comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour la cause animale? Alors c'est progressif évidemment, mais on peut dire déjà en Angleterre, ils sont peut-être un peu avancés par rapport à notre pays. Au début du 19e siècle, Jeremy Bentham, philosophe, disait à propos de l'animal, la question n'est pas tant peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Et c'est sur ce dernier terme, souffrir, que notre attention va effectivement s'exprimer et la reconnaissance qu'on va avoir pour eux. Puisque les animaux souffrent, ils sont, donc on l'a dit précédemment, sensibles, eh bien on doit tenir compte de leur souffrance. Et effectivement, ils ont souffert pendant les combats, le 14-18, la dernière guerre mondiale et la seconde. Les hommes ont souhaité donc leur rendre hommage, les poilus particulièrement. Alors, ces hommages sont des gestes, on leur décerne des médailles évidemment, on les honore par des stèles, diverses distinctions, mais bien sûr, est-ce que ça répare les souffrances? Non, d'abord les animaux n'ont pas conscience au fond de ces stèles, de ces médailles. Alors à qui rapporte ce symbole, ce symbolisme? Eh bien encore aux hommes. Donc c'est une reconnaissance humaine pour aider les hommes à mieux comprendre les animaux et à perpétrer leur mémoire de leur acte qu'on peut qualifier entre guillemets d'héroïque. Donc héroïque, alors, par exemple le Bull Terrier Stubby, un chien américain, se fit remarquer au chemin des dames en retrouvant des blessés sous des tirs allemands. Il a participé à la capture de soldats allemands aussi, etc. Donc il y a d'autres animaux, notamment des pigeons. Le pigeon nommé Vaillant, il a un matricule 787-15, a été cité à l'ordre de Nation pour avoir, malgré les fumées, les gaz toxiques, transmis des messages à l'état-major. Donc effectivement, il a été aussi décoré. Il y a aussi dans la Meuse en 1918 554 Américains qui ont été piégés, bombardés par les forces allemandes, et plusieurs pigeons ont été envoyés, mais malheureusement ils n'ont pas pu porter les messages pour obtenir des renforts. Et la dernière chance, c'était sur un pigeon qu'on a appelé cher ami. Ils avaient des noms, hein. Pigeon, on va dire courageux, je ne sais pas si tous ces termes conviennent, mais courageux. Et il a porté l'ultime message qui a sauvé enfin 194 soldats, la vie de 87. Alors ce cher ami a été soigné. Alors il avait plus d'œil, il était ensanglanté, il avait perdu une patte, et il a été soigné par un vétérinaire qui lui a fait une prothèse en bois. Il a recouvré la santé, si on peut dire, parce qu'il est mort, je crois, peu de temps après, et il a été décoré de la Croix de guerre avec une palme pour son action dite héroïque dans la délivrance de 12 messages dans le secteur de Verdun. Alors, à la Deuxième Guerre mondiale, il y a une distinction, une récompense pour les animaux qui fut créée, c'est la médaille Deakin. Elle a été mise en place au Royaume-Uni pour décorer les animaux durant les guerres. Le chien Beauty, un fox terrier à poil dur, a reçu cette médaille, récompensé pour son aide, qui a permis de localiser des militaires durant des bombardements. Il y a 2 bergers allemands, Rex et Thorn aussi, qui ont localisé des victimes dans les bâtiments en flammes. Il y a un pigeon, White Vision, qui a délivré un message pour sauver un équipage d'un avion, etc. Donc effectivement, tout cela fait qu'on a envie de rendre un symbole fort pour ces animaux qu'on admire quelque part, parce que c'est vrai qu'ils ont donné leur vie, ils ont souffert, ils ont aidé les hommes. Donc cela. Alors il y a eu beaucoup d'hommages faits, surtout en Angleterre, Madame Parisot le disait tout à l'heure. En France, il y a un peu plus de réticence. Maintenant, c'est vrai que le parti écologiste, les animalistes commencent
commencent à prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, non pas pour les animaux, parce que les stèles, un animal, un chien passe devant une stèle ou un monument, il ne comprendra pas que les anciens de sa race sont morts pour sauver, mais en fait c'est pour les hommes, pour montrer que les animaux c'est des compagnons extrêmement vaillants et utiles. Voilà. Alors ce regain d'intérêt pour la cause animale, Sidonie, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle influence certaines décisions politiques, selon votre regard, plus aujourd'hui qu'avant Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on ne peut plus prendre vraiment toutes les décisions qu'on veut sans penser parfois aux animaux ? Alors la question est compliquée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau municipal, en tout cas, on a vu énormément de changements. Donc évidemment, les décisions municipales sont des décisions politiques. On a vu énormément de changements en ça que depuis la dernière élection, en 2020, il y a désormais 13 élus en charge de la condition animale à Paris. Donc je parle que de Paris, je ne connais pas bien la situation globale en France. Donc 13 adjoints ou conseillers, alors qu'il n'y en avait pas auparavant. C'est une première, ouais. Donc c'est une première, donc c'est un indicateur vraiment extraordinaire. Et ça va évidemment dans le sens que je défends, et que nombre d'associations et certains partis défendent également, donc on ne peut que s'en réjouir. Ouais. Voilà. Il y a, au niveau politique, il y a une très très forte volonté de travailler en direction des habitants sur différents axes pour prendre en compte le bien-être animal, la condition animale, bien sûr, qui inclut le bien-être animal. Oui. Donc, à titre d'exemple, je vous cite des axes de travail qui sont désormais incontournables pour la mairie de Paris. Informer, communiquer sur la place des animaux en ville. Donc il y a tout un tas d'actions qui se déclinent. Ça passe par les campagnes de communication, la création de fermes pédagogiques, des ateliers de sensibilisation. On accompagne les élevages en ville quand c'est possible, dans les crèches, dans les écoles, partout où c'est possible. Un second axe qui promeut le respect et le bien-être animal. D'ailleurs, Paris a adopté une charte en faveur du bien-être animal. Des appels à projets animaux en ville sont régulièrement lancés, ce qui permet de soutenir des associations qui sont engagées dans le bien-être animal. Alors, animaux en ville, c'est-à-dire Des appels à projets, ça peut être toutes sortes d'appels à projets soutenus par des associations qui valorisent... D'intégrer des animaux au sein de la cité pour qu'ils soient plus visibles, qu'ils aient une place par en exemple. ville. En dehors des zoos Oui. Les zoos, oui, non, on n'est pas particulièrement... On ne considère pas que le zoo favorise le bien-être animal. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Promouvoir le respect et le bien-être animal, ça a permis aussi de mettre fin au spectacle de cirque itinérant dans Paris. Donc beaucoup d'avancées. Un autre axe très important permet de renforcer la place de l'animal domestique en ville, à travers des campagnes de recensement, l'installation de cabanes à chats dans certains squares, jardins, pour les protéger, pour permettre le nourrissage en toute sécurité. Ouverture de parcs d'espaces canins, évidemment. Expérimentation de chiens libres dans les jardins. Bon, ça c'est un petit peu difficile parce que le partage de l'espace public ne se fait pas toujours très très bien avec les autres usagers. Mais enfin, en tout cas, il y a cette volonté-là. Et un autre axe très important aussi, qui s'intitule « Changer de regard sur la faune sauvage en ville », ce
qui passe, comment dirais-je, qui s'exprime par un plan pigeon, notamment des marchés d'entretien qui sont créés pour, en vue de, justement, de construire des pigeonniers pour protéger les pigeons. Quoi d'autre? Ça peut être... Les rats, non, aussi, j'avais entendu parler des fameux rats les de Paris. Les rats, c'est très très compliqué. Ils sont utiles quand même, puisque sans eux... Les rats, absolument. On dit Paris Alors, coulerait sous les immondices. voilà, alors ça bah aussi, oui. si vous voulez, on peut faire un autre podcast totalement ça consacré serait au rat avec Ah oui. plusieurs intervenants. Parce que le rat, c'est un sujet Moi, je trouve aussi. complexe. Moi, à titre personnel, je trouve inadmissible qu'on les supprime de Je suis façon d'accord. létale, Je suis et d'accord. surtout dans ces, Conditions, tout à fait. dans ces souffrances. Enfin, ça occasionne Ouais, des je suis souffrances complètement épouvantables. d'accord. Non seulement ça occasionne des souffrances épouvantables, mais si on n'est pas sensible à la cause animale, en plus, ça abîme l'environnement, ça nuit à l'environnement, ça nuit à l'eau, ça nuit aux espaces verts. Il y a des produits qui sont utilisés. Ah bah oui, c'est Des ça, produits qui sont utilisés, voilà, des poisons. Absolument. Voilà, Violent. Violent. Voilà. C'est Violent. c'est la mort au rat, quoi. Enfin, Voilà, c'est- voilà. C'est sur Alors- des minutes qui sont très très Voilà, longues, on très, va très dire long. des C'est sûr, demi-heures, bien, hein. voilà. Alors après, il y a, je vais un peu temporiser quand même, il y a actuellement des recherches qui sont destinées justement à inventer des nouvelles façons de les tuer. Il y a quelques expérimentations aussi, je crois en province, qui sont destinées à limiter la souffrance des rats, voire à ne pas utiliser de produits létaux. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on se lance dans Oui, mais la c'est un question sujet des intéressant. rats. Je vois que Mais c'est c'est un- beaucoup. Hein. Non, mais c'est un sujet qui divise, les hommes. Les élus. Ah bah oui, les hommes. C'est un levier politique. Il y a beaucoup de gens qui se servent des rats pour dire que Paris n'est pas Oui, entretenu, je sais. Paris n'est pas suffisamment entretenu. Voilà, donc c'est un sujet Très, très très intéressant. complexe. Très complexe. Voilà. On ouvre une voie vers un autre sujet. ça. Ah oui, alors là, complètement, oui. Alors justement, autre question. Mais ils ont été utiles pendant les guerres aussi. Ils sont utiles, ils ont été utiles. Et effectivement, comme vous le rappeliez, sans rats, on serait, Ah bah oui. Sous les on immondices. serait Bah oui, sous les absolument. immondices. Ils ont Voilà. leur rôle, on est tous Voilà. ensemble Absolument. pour Absolument. vivre, Ils font et partie pas de pour se détruire. de l'écosystème Absolument. parisien. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, autre question, justement plus politique. Est-ce que la cause animale est une marotte écologiste, voire même une chasse gardée, ou est-ce qu'elle intéresse sincèrement d'autres partis? Et quand je dis sincèrement, je veux dire pour des raisons qui ne sont pas clientélistes ou démagogiques. Alors, sur la sincérité, ça va pas être facile, forcément, De juger, pour ouais. moi de juger cela. Sur la question de la marotte, alors moi je dirais, par rapport aux écolos, je dirais plutôt que la condition animale, et je suis pas la seule à le dire d'ailleurs, est une composante de l'écologie politique, et depuis toujours. Depuis que les écolos sont écolos, c'est une composante... Consubstantielle de leur Tout à fait, de leur politique. voilà, intrinsèquement, je dirais que c'est plus une composante qu'une marotte, même si je prends bien le terme de marotte dans son sens strict. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que depuis toujours, les écolos sont très attachés aux conditions d'élevage, de détention des animaux, et très attachés au fait de respecter leurs besoins élémentaires en termes d'espace, d'alimentation, d'habitat, de vie sociale et de santé, et très attachés au fait de leur garantir une absence de souffrance et de stress. Donc c'est en ça que pour moi, la condition animale est Alors une toi, composante à part entière. un cheval de bataille, on pourrait dire. Un cheval de... Plus qu'un cheval de bataille, vraiment, je trouve que l'idée de la composante, c'est-à-dire que ça fait partie intrinsèquement de l'essence ou de l'histoire des vers, je pense que ça a toujours évolué avec ce respect. avec l'idéologie politique des Verts. Ça n'a jamais été absent, ça a toujours été là, surtout.
Tandis que, effectivement, on observe actuellement de nombreux partis, jusqu'à l'extrême droite d'ailleurs, qui se sont accaparés le sujet de la cause animale. On peut remarquer d'ailleurs, puisqu'on parle politique, qu'en 2016, un parti politique a vu le jour, le parti animaliste, totalement dédié à la cause animale. Mais autre indicateur un petit peu moins amusant, c'est qu'on constate que lors des élections de 2022, la candidate Hélène Thuy n'a pas réussi à rassembler les 500 parrainages nécessaires. Et c'est bien dommage parce que son intention qui était d'imposer la condition animale dans le débat politique national, du coup, est tombée à l'eau, si j'ose dire. Donc le fait qu'elle n'ait pas réussi à trouver les 500 signatures, je trouve, est assez inquiétant et me laisse penser que finalement la politique, contrairement à aux effets d'annonce qu'on entend parfois, ne s'est pas suffisamment emparée de la question animale. Voilà. Après, je ne sais pas à quel point la cause va imprégner sincèrement ou continuer en tout cas d'imprégner la politique, mais évidemment, il y a des effets d'annonce que l'on pourrait néanmoins interpréter comme une prise en compte quand même de la volonté de la majorité des Français à se soucier de la cause animale et du bien-être en particulier. Cela dit, on a pu observer très récemment des décisions politiques, notamment liées à la chasse, qui ne reflètent pas du tout la volonté des Français dans leur majorité. La corrida aussi. Voilà, la corrida aussi, absolument. Donc voilà pour ce qui est de la volonté politique. Très intéressant. Là aussi, on pourrait en parler. Pourrait en parler. Juste en accent sur l'aspect politique. Voilà. Alors, Gilles, on va revenir aux monuments. Alors de manière symbolique, c'est des monuments qu'on offre à la destination des êtres humains, comme vous l'avez dit, puisque on sait ce que les chiens et les pigeons font sur les monuments, même s'ils leur sont dédiés. Est-ce que le message délivré aux générations futures que laissent ces statues-là, il a pour but de rappeler à nos descendants qu'ils n'oublient pas, surtout, que les animaux sont nos égaux? Oui. Égaux, oui, égaux. On est tous des vivants sur cette terre, on mérite le respect. Et effectivement, alors parler d'héroïsme des animaux, enfin, ils font des choses qu'on appelle héroïques. Ils sont enrôlés malgré eux. Ils ont souffert, ils ont donné de l'amour aux combattants, auxquels on doit rendre hommage par des actes, des symboles mémoriels. Bien sûr qu'eux ne lisent pas. Enfin, la lecture de ces actes sera interprétée et respectée par des hommes et pas par les animaux. Donc l'humanité salue ces actes héroïques des animaux qui ont aidé les hommes à entrer dans la véritable humanité, paradoxalement, car la guerre avait déshumanisé en fond les hommes et les ont rendus monstrueux. Tristan Bernard dit d'ailleurs deux choses m'étonnent, l'intelligence des bêtes et la bestialité des hommes. Donc voilà, ça peut dire cela. Peut-être que, comme dit Dominique Lestel aussi, l'animal est l'avenir de l'homme. C'est une question de notre rapport aux animaux, aussi bien au niveau politique, philosophique, éthique. Peut-on encore fonder notre rapport au monde animal sur une conception cartésienne? Certainement pas. Et les défenseurs des animaux, on dit qu'ils sont sensibles, trop sensibles, et sont-ils pour autant les ennemis des hommes? Non, bien sûr, souvent les gens qui aiment trop les animaux, on se dit, bon, est-ce qu'ils ne sont pas un peu misanthropes? Non, il faut équilibrer bien sûr les rapports. Donc voilà, effectivement, il y a l'avenir de l'animal. Bon, enfin, effectivement, il y a des ouvrages comme Clifford Simak, qui a écrit Demain des chiens. Pierre Boulle. Voilà, Pierre Boulle. Bon, voilà, c'est des fictions. Bien sûr, l'animal ne remplacera pas l'homme, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les hommes et les animaux. L'animal est même une parabole de l'homme dans la littérature et dans l'art. Oui. Donc voilà, donc c'est
Voilà. Alors, c'est vrai que dans l'expérimentation, Franz de Waal dit une personne est l'équivalent de 1000 souris, puisqu'on va sacrifier des milliers d'animaux dans l'expérimentation aussi pour sauver, entre guillemets, même pas d'ailleurs, hein, dans la vivisection, les vivisections de Claude Bernard, des millions d'animaux, des chiens qui hurlaient dans les laboratoires, qui était un vrai gâchis. Alors bon voilà, on peut toujours discuter de ce poids hein, entre la quantité, la qualité, etc. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un équilibre entre tous les vivants, pas seulement les animaux, mais les végétaux, le respect est partout. Hein. Et donc, comme m'a dit Madame Parisot, il faut donc peut-être tuer quand il y a une quantité envahissante, par exemple pour les rats, mais de façon à ce que l'animal ne souffre pas. Voilà. De préférence, ne pas les tuer. Mais bien sûr, moi je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, moi je suis d'accord avec vous, mais la quantité peut des fois nuire, comme les sangliers, on dit que bon, il y en a trop, enfin, voilà. Il ne faut pas oublier aussi que je pense que la prolifération des animaux en milieu urbain, c'est aussi la faute de l'homme qui a empiété sur son territoire. Vous parlez des sangliers. Bon, les sangliers, malheureusement, ils ne font que avancer là où il y a un peu de nourriture, en l'occurrence nos déchets, et aussi on a empiété sur leur espace de vie. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, pour compléter ce que vous venez de dire, j'ai vu sur Facebook, je crois, une photo, un petit panneau très très édifiant où on voit un panneau qui indique animaux sauvages, on voit un cerf qui traverse, et en fait... la photo rappelait que c'est pas le cerf qui traverse la route, mais c'est la route qui traverse la forêt. Donc ça complète ce que vous dites. C'est vrai pour les hérissons aussi qui se font écraser. On veut donc voir des ponts plutôt. Oui, on fabrique des ponts maintenant. Voilà, pour que justement ils soient sauvés. Les écureuils. C'est ça qu'il y a un travail d'éducation maintenant marche. Et de sensibilisation. Hein, je crois que c'est votre travail en fait. Tout à fait, de sensibiliser la cause. Absolument, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très, très heureuse et puis très fière d'être une des 13 élus qui, nouvellement, en fonction en responsabilité, entre guillemets, ça fait du bien de la condition animale. Ça fait du bien de le savoir. Alors, pour conclure sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le monument, Sidonie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet ? Oui. Alors, je vais vous parler en particulier du projet qui concerne Paris. Après, je reviendrai sur les arrondissements. Alors, le projet qui concerne Paris a fait l'objet d'un vœu, bien sûr. Donc, le vœu d'édifier un monument, une stèle, une statue, je ne sais pas exactement la forme encore que ça va prendre. Dédié donc aux animaux tués pendant les guerres mondiales en particulier. Normalement, le projet doit voir le jour en 2023. C'est le square Boucicaut dans le 7e qui devrait accueillir ce monument commémoratif pour la mémoire des animaux en temps de guerre. Un artiste, Gérard Collin-Thiébaut, a travaillé sur ce projet de monument de concert avec la mairie de Paris. Il faut savoir qu'à la mairie de Paris, il y a un élu dédié à la mémoire et du monde combattant. Voilà. Donc, oui, elle est très importante. Elle concerne l'aspect mémoriel pour les animaux, puisque c'est ce dont nous sommes en train de parler, mais évidemment, tous les aspects mémoriels, toutes les plaques, voilà, il y a toute une procédure d'apposition, enfin bon, bref, c'est pas tout à fait l'objet. Donc, Gérard Collin-Thiébaut, comme je vous disais, a travaillé sur ce projet avec la mairie de Paris. La statue représentera plusieurs animaux, un cheval, un chien, une figure humaine, dont on devine que c'est un poilu, qui tient dans sa main un pigeon. Le lieu d'implantation n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi parce que l'association Paz a fait la découverte d'une photo d'archives qui laissait apparaître un épagnol noir affublé d'une médaille qui portait l'inscription « 26e bataillon de chasseurs cyclistes ». Ce chien est photographié boulevard Raspail, non loin du square en question, qui accueillera donc bientôt le monument. Alors, pourquoi la ville s'engage dans ce processus mémoriel ? Alors, c'est mon avis, je dirais que c'est un devoir de mémoire qui concerne également les animaux qui ont payé un lourd tribut,
Car en effet, on estime que 1,8 million de chevaux ont été utilisés, mais aussi des chiens, des pigeons, des ânes, des dauphins, etc. Une grande partie de ces animaux est morte à ce moment. On peut aussi l'envisager comme une démarche pédagogique, car parler des animaux en temps de guerre permet d'expliquer le conflit aux adultes, mais aussi aux enfants, tout en leur faisant prendre conscience des problématiques autour du bien-être animal. Ça, c'est pour le monument parisien. Dans le même temps, a été voté des vœux qui concernaient des plaques hommages dans certains arrondissements. Donc, une plaque a été apposée en 2021 dans le 11e. Très bientôt, une autre le sera dans le 14e. Et le projet, dans le 14e, le projet est bien avancé, donc ça va se faire dans les mois qui viennent. Et d'autres plaques seront également apposées dans d'autres arrondissements. Voilà, j'ai pas la liste. Il y a un article très intéressant qui est apparu récemment dans le Midi Libre, le 11 novembre 2022. Le 11 novembre n'a pas été choisi au hasard. Donc, qui parle justement des projets commémoratifs destinés aux animaux, et en particulier à Paris. D'accord, dans le Midi Libre. Voilà, dans le Midi Libre, tout à fait. Voilà. L'intérêt des journalistes s'exporte un peu partout. Oui, Voilà, exactement. Ça prouve que c'est une préoccupation qui rayonne, et c'est tant mieux. Qui concerne tout le territoire. Voilà, ce que je peux vous dire sur les plaques, monuments. Merci Voilà. Sidonie. Merci de nous avoir accueillis Un plaisir. dans votre bureau, dans la mairie du 14e. Et puis merci aussi Gilles Manon. Merci beaucoup, on apprend beaucoup de choses avec Gilles Manon. On n'en finit pas. Voilà, on n'en finit pas, elle est intarissable. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Incroyable. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Voilà. Merci sur à le plan vous d'être politique. venus. Je suis ravie. Merci. Je suis ravie que les choses avancent, en tout cas. Ouais. Merci infiniment. Voilà. Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi Tout ça est une aventure. What we've got here is Vivre, c'est formidable, mais ça n'aide pas.